Nous avons perdu la mémoire, nous avons oublié la tristesse de ces villages qui, un peu partout dans le Val-de-Drôme comme ailleurs en France, se vidaient. Des villages qui, aujourd'hui, nous paraissent charmants, ont connu les heures terribles de l'abandon. Les fermes ne rapportaient plus guère, le travail se trouvait ailleurs, les maisons, terriblement étroites, ne permettaient pas d'aménagement moderne. Chez nous, Mirabel, Montclar, Vercheny, Pennes-le-Sec furent, parmi d'autres, presque désertés. Et Cobonne, tout autant. Pourtant, lorsqu'on va aujourd'hui dans sa partie ancienne, perché sur un piton dans une vallée qui s'enfonce dans le Vercors, le cadre est superbe. Il nous fait oublier le temps de l'abandon et de l'oubli de ces lieux. Et si, aujourd'hui, l'apparence est si flatteuse, c'est qu'il y eut quelques personnes déterminées pour sauver le vieux Cobonne. Voici l'histoire d'une renaissance. Après-guerre, dans quel état est Cobonne ? Alors, après-guerre, Cobonne est en ruine. Je crois que c'est la meilleure définition. Il reste une maison ou deux prétendument habitables, mais voilà, pas plus. Les rues sont jonchées des blés, les éboulis empêchent d'aller dans les ruelles, le cimetière est envahi d'éboulis, etc. Donc Cobonne est dans un très mauvais état, et la seule fréquentation de Cobonne à ce moment-là, c'est l'église pour les événements religieux, pour les mariages, les communions et les enterrements. Voilà. Et autrement, les Cobonnois ne viennent plus au village. Mais pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ça remonte bien entendu à assez loin. À la fin du 19e siècle, je vais loin, bon, tous les habitants de Cobonne sont dans le village. Mais à partir de la fin du 19e siècle, les Cobonnois, qui sont des agriculteurs pour la plupart, construisent des maisons dans leurs champs, dans la vallée. Donc le village se vide. Mais parallèlement à ça, un entrepreneur plein d'actions a l'idée de créer une usine de billes de pierre, grâce aux pierres qu'on trouvait dans la vallée, et même à Beaufort et ailleurs, puisque les gens du pays taillaient les petits cubes de pierre, à l'hiver en particulier, et ces pierres venaient donc d'un peu partout, de carrières avoisinantes. Jusqu'en 1920 à peu près, cette usine fonctionne. Mais pour des problèmes d'eau, parce qu'il fallait faire tourner les machines qui sont dans l'usine, et le canal d'arrivée d'eau n'amenait pas assez d'eau. À partir de cette époque-là, on décide de partir à Blacon. Et l'usine de Blacon, dont on parle beaucoup, c'est la fille de l'usine de Cobonne. Donc à ce moment-là, les gens qui avaient vécu jusqu'en 1920-1925, qui avaient vécu dans le village, alors c'était à ce moment-là des ouvriers. Et pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux en tous les cas, c'était des gens qui n'étaient pas du pays. En particulier, il y avait eu une petite vague d'arrivée de gens de Lorraine et d'Alsace après la défaite contre la Prusse. Voilà. Donc, à ce moment-là, le village se vide.
Pendant la guerre, pour se mettre à l'abri, des gens originaires de Cobonne et encore propriétaires dans le village reviennent se mettre un peu à l'abri. Et puis, à la fin de la guerre, tout le monde s'en va, il n'y a plus rien, parce que le confort n'était pas là, il faut bien le dire. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu un bombardement? Alors, le bombardement, il a eu lieu sur la place qui est en bas du village. Il y avait la mairie et l'école qui avaient été construites en 1905-1906. C'était vraiment l'école républicaine. En juillet 1944, un avion allemand a eu la fâcheuse idée de venir bombarder le lieu, pensant qu'il y avait des résistants cachés. Ils n'ont pas loupé l'école et la mairie qui a été complètement écrabouillée. Alors donc nous voilà après-guerre. Pendant combien de temps peut-on dire que, si j'ose la formule, il ne s'est rien passé? Alors, il ne s'est pas passé grand-chose. Dans les années 60, un monsieur Roland Delcourt, qui était d'ailleurs journaliste au Monde, achète et il fait restaurer cette maison. Voilà. Ça, c'est le premier pas. En 1974, ma femme, moi et mes filles, on décide de rebâtir la ruine. La ruine qui est en dessous de la place. Laquelle ruine était vraiment la ruine, il n'y avait plus que quelques pans de mur. Donc, en 1974, on recommence à amener un peu de sang frais dans le village. Qu'est-ce qu'il faut dire? La grande période de reconstruction par des particuliers, c'est quoi? Alors c'est donc 74 à quoi? À 85, quelque chose du genre? Alors après, effectivement, il y a presque en même temps, il y a la nécessité qui nous paraît à nous, nouveaux habitants de Cobonne et habitants de village, donc habitants au milieu de cette dévastation, il nous apparaît qu'il faut faire quelque chose. Alors moi, en 83, je suis rentré au conseil municipal. Je me suis faufilé au conseil municipal. Et là, j'ai constaté que la commune n'avait pas beaucoup de moyens, mais ne voyait pas comment prendre en main certains travaux d'urgence tels que mettre à l'abri le donjon qui tombait un peu, enfin des choses comme ça. Le cimetière qui était envahi de pierres, des bouillies. J'ai contacté l'architecte des bâtiments de France de Valence, M. Pourradier Dutheil, et qui m'a dit bien volontiers, on va venir voir un peu, mais on ne pourra sans doute pas faire grand-chose, mais je vous envoie M. Guérin, mon adjoint, et on a fait le tour du village avec M. Guérin. Bon. Alors, c'est là que on a constaté avec lui qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, mais qu'on ne savait pas comment les faire. Et il nous a dit, très bonne suggestion, pourquoi vous ne feriez pas venir un chantier de jeunes? Il y a à Étoile une association qui s'appelle Jeunesse et Reconstruction qui depuis quelque temps intervient à la demande dans les villages et pour nettoyer, on a dit oui. Et donc on a fait venir en 84 le premier chantier de jeunes qui a été suivi par 24 autres. Et il n'y avait pas eu, entre 74 et 84, il n'y avait pas eu d'arrivée vraiment de personnes nouvelles et il n'y avait pas eu de reconstruction. Mais en même temps qu'on lançait l'association, un des fils Delcourt, Thierry, pour ne pas le nommer, il s'est institué entrepreneur, alors que ce n'était pas son métier, entrepreneur de bâtiment. Et donc, en même temps que l'association prenait son envol, il s'est mis à peu, tout doucement, à reconstruire des ruines.
Et alors tout ça était... Il y avait une espèce d'effort de coordination, je sais pas, vous vous mettiez d'accord entre vous Évidemment, on pensait à la même chose. On pensait à redonner une autre allure au village, c'est sûr. Et en respectant le style, c'est-à-dire en rebâtissant en pierre, etc. Nous, on avait le projet de reconstruire la maison la maison dite du four qui allait devenir la maison d'association. Monsieur Delcourt, Thierry Delcourt, lui, menait son affaire de son côté. Mais on était en pleine harmonie, à tel point que même quand il n'avait même pas à peine entamé la reconstruction de cette maison, on avait déjà fait une exposition des vieilles photos de Cobonne dedans. Vous voyez, il ne faut pas qu'on ait la prétention d'avoir recréé le village du Moyen-Âge, c'est faux. La plupart des maisons reconstruites l'ont été en additionnant différentes maisons. Il y avait pas mal de gens qui habitaient. Hein. Il y a un moment donné, au XVIIIe siècle, sur le cadastre Napoléon, on voit bien ça, le village était peuplé. Il y avait plus de 200 habitants dans le village. Mais ils étaient logés dans des toutes petites maisons. Il y avait des grandes familles, mais ce n'étaient pas des maisons comme ici. Donc ces maisons, c'est un style plutôt récent, de restauration. Enfin, on a créé le mouvement en marchant, en avançant. Par exemple, on a fait venir le premier chantier de jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que l'association a été créée. Parce que le premier chantier de jeunes dit, mais c'est très bien, mais il faut l'encadrer, il faut le loger, le nourrir, tout ça, même s'il y avait un accord avec Jeunesse et Reconstruction. Mais il faut des gens pour faire ça. Et les seuls gens qui pouvaient faire ça, c'était pas encore les amis du vieux Cobonne, c'était les gens du vieux village et qui s'intéressaient aussi au vieux village. Nous n'étions pas très nombreux. Donc on a dit, il faut créer une association, loi 1901, pour avoir un rôle officiel et reconnu pour encadrer ces jeunes. Quelle part pourrait-on dire aujourd'hui que ces jeunes gens de l'époque ont dans l'apparence qu'a trouvé le village tel que nous pouvons le voir aujourd'hui? Est-ce que, pour dire les choses autrement, vous pensez que ces chantiers ont été décisifs dans le remodelage du village? Oui, décisifs parce que ils ont fait ce que on ne pouvait pas faire, on n'avait pas assez de bras, ou peut-être de volonté, c'est-à-dire déjà nettoyer le village, permettre la circulation du village. Je vous le dis, les ruelles étaient encombrées de déboulis. Et puis, quand M. Guérin était venu, on lui avait montré l'état du cimetière. Et le cimetière, c'était quand même une chose importante pour les Cobonnois. Ils y venaient, mais en se plaignant d'avoir un cimetière dans un très mauvais état. Le premier travail de Jeunesse et Reconstruction, de ces jeunes, ça a été de nettoyer le cimetière. Et puis, très vite, on a dit, peut-être qu'ils peuvent faire un peu plus. La place du village en bas, qui avait été bombardée, n'avait plus de garde-fous, de garde-corps en pierre. C'est un chantier de jeunes, ce sont 2 chantiers de jeunes qui ont reconstruit, tant bien que mal, avec les pierres trouvées sur place ou récupérées à droite et à gauche, parce que ça ne manquait pas les pierres, qui ont reconstruit ces murs, qui mettaient la place hors danger. Parce qu'autrement, je vous assure, on pouvait descendre dans le jardin d'en dessous, c'était chez moi, c'était pas encore chez moi, je ne l'ai pas acheté, avec sa voiture. Hein. Après, on leur a demandé de faire ce qui était peut-être pas prudent, mais de monter sur les tours et de décréter un peu tout ce qui était mauvais et puis de lier les pierres pour qu'elles tombent plus, etc. De faire ce qu'on appelle une couvertine. Et donc, petit à petit, ils ont fait des choses véritablement solides, qui restent encore. Pour qu'on mesure bien
l'année où vous achetez votre maison, il y a combien d'habitants et aujourd'hui, il y en a combien? Dans le village. Ah, dans le village. Ouais. Bah, quand on achète la maison, il n'y a personne dans le village. Il y a une résidence secondaire, M. Delcourt, une résidence secondaire, les Jacot, et puis nous. Voilà. Il n'y a personne d'autre. Hein. Et aujourd'hui, pour qu'on ait un ordre d'idée. Alors je dirais que sur les listes électorales, parce que même les secondaires s'inscrivent, il y a vraisemblablement 25 habitants. Mais il faut dire que quand le village a repris sa forme et qu'il y a eu des habitants, il y a des gens qui sont venus s'accoler au village. Est-ce que financièrement, les différentes personnes qui reprenaient des pierres un peu partout ont été un peu aidées? Non. Alors, les habitants, non. Les seuls qui ont été aidés, ce sont les amis de Cobonne. Parce que la maison de l'association a été reconstruite avec les fonds que nous, on a su réunir par différents moyens. En même temps qu'on créait l'association pour la sauvegarde du village, on avait l'idée d'être une force d'animation de la commune, pas que du village, de la commune. Et on a recréé la fête du 15 août qui avait disparu avant la guerre. Et là, on a eu du succès. Et là, on a eu... alors maintenant, ça fait... la première a été en 84, la première fête du 15 août. C'est un repas sur la place du village et tout ça. On a eu à un moment donné jusqu'à 350 personnes qui venaient. Et on avait beaucoup de mal à gérer ça, parce que à tel point que maintenant, on a réduit un peu la dimension de ce repas qu'on fait. Et alors là, c'est quoi? C'est la sauce du... C'est une sauce, c'est une petite préparation qui date depuis... À la base, on faisait ça pour cuire les gigots de sanglier ou... Ah bon? Voilà. Et moi, mon père l'avait refait avec de l'agneau et ça passe très bien. Du coup, je continue de faire la même sauce pour tout ça. Ça cuit juste avec la chaleur des pierres. Vous avez idée là, de la température où c'est là? 400 degrés. Ah quand même, ouais. 450 degrés. J'avais regardé déjà. Tu peux poser l'autre. Non, tu ne le mets pas, aussi, mets-le comme ça. Non, monsieur, c'est bon. Celui-là, on fait pareil. Je veux il pousse par là. C'est le même dedans. Faut pas les laisser trop longtemps, c'est tout. Moi, j'ai des poils. Grâce à nos actions diverses et variées, de l'auto, des trucs comme ça, on avait réuni peu à peu un peu d'argent quand même. Hein. Mais ce n'était pas suffisant. Et on a su faire appel au Conseil général et à la Société des bâtiments anciens de la Drôme, qui nous ont aidés, en particulier le Conseil général, parce que on mettait en avant qu'on créait un lieu, même si c'était un lieu associatif, c'était un lieu qu'on voulait ouvert au public, et puis en même temps, on avait l'idée
qu'on n'a pas réalisé totalement, mais de mettre à disposition le bas, par exemple ici, à la disposition des randonneurs, des tout ça. Donc c'était une sorte de relais pour les promeneurs, des trucs comme ça. Alors, fort de tout ceci, de ces aides, on a fini par reconstruire cette association, cette maison de l'association, qu'on a entièrement payée, qui nous appartient, qui appartient à l'association. C'est un peu fantastique, une toute petite association qui est propriétaire d'une maison comme ça. Votre association s'est mise à avoir un programme de festivités, si je puis dire, alors qu'il a largement compensé le fait d'avoir moins de soucis du côté des bâtiments, parce que vous avez un énorme programme, et c'est au fond les mêmes qui font ça, quoi. Alors il y a des choses que nous faisons nous-mêmes, ou que nous, que nous lançons, que nous patronnons, et puis il y a des choses dans lesquelles on s'associe, et on donne un coup de main. Un exemple typique, c'est Jazz au village. Tous les ans maintenant, parce qu'ils sont tellement bien reçus qu'ils reviennent, il y a Jazz au village dans ce qu'on appelle le jardin du donjon, là, qui est à l'extérieur des remparts. Et bien là, Jazz au village, on n'a pas la prétention d'organiser Jazz au village. Ils viennent, mais ils nous demandent des sous. Donc on intervient financièrement et on le fait en tandem avec la commune. C'est-à-dire qu'on met autant que la commune met. Mais nous avons aussi des actions propres. Alors la fête du 15 août, ça c'est une action propre aux Amis du Vieux-Cobonne, mais à tel point, c'est tellement devenu une tradition que la plupart des gens croient que c'est la fête de Cobonne. C'est-à-dire, pour beaucoup, c'est la fête de Cobonne. Mais pour répondre complètement à votre question, c'est toujours les mêmes qui se chargent des choses, et on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal, nous sommes très peu nombreux. Alors, bon, n'exagérons pas, la fête du 15 août, on a des bénévoles qui ne sont pas vraiment associés aux Amis du Vieux-Cobonne, mais qui viennent nous donner des coups de main, en particulier des jeunes. C'est indispensable, parce que autrement on ne pourrait pas. Mais il y a par exemple, quand on fait le loto, tous les ans on fait un loto, c'est devenu le loto de Cobonne. Les gens viennent au loto, et si par hasard on dit on ne va pas en faire, oh ben non, c'est pas possible. Donc le loto de Cobonne, on est 3 à le mener. Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez, il faut dissocier l'action de l'association, qui a été forte, primordiale jusqu'en 95, et en 95, une nouvelle municipalité, une émanation d'ailleurs des Amis du Vieux-Cobonne, prend le relais et met sa capacité à rechercher des subventions, à organiser des travaux, etc., prend le relais. Donc, la population cobonnoise, qui est d'ailleurs pour moitié maintenant une population nouvelle, c'est 20% le village, 30% le hameau. Le hameau, alors c'est... Le hameau qui se trouve à côté de la mairie. À côté de la mairie du bas. Voilà, la mairie du bas, bien sûr, il n'y a plus de mairie ici. Et puis le reste, c'est dans la vallée, dans la vallée ou sur les hauteurs, là.
Merci.